Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 16 heures à l'horloge du Collège de France, dont nous allons donc commencer. Alors, aujourd'hui, après la semaine dernière où nous avions les antibiotiques, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux maladies tropicales. J'ai mis deux sous-titres, paludisme et bilharziose, j'aurais dû le mettre dans ce sens-là, et ensuite, en fait, ce sont des maladies qui rapportent peu. Et donc la conception de médicaments nouveaux, le coût de la recherche, le développement de médicaments, c'est un peu plus compliqué que dans des domaines où le problème de l'argent se pose, mais d'une manière différente. Il y a toujours des problèmes d'argent, mais c'est parfois de manière différente. Donc voilà, on va commencer par le paludisme. Paludisme, maladie qui est actuellement très tropicale, qui ne l'a pas été. Il faut se souvenir qu'en France, il y avait des cas de paludisme, par exemple dans les marais autour de Rochefort, à l'époque où Rochefort-sur-Mer était un port militaire important avec de l'infanterie coloniale. Il y avait du paludisme dans un certain nombre d'autres endroits. Toute la côte du sud-est, la côte languedocienne était un endroit de paludisme. Le dernier cas de paludisme endémique en France, c'est dans la plaine d'Aléria, en Corse, 1974. 40 ans. Donc voilà, depuis 40 ans, on n'a pas de paludisme en France. Alors le paludisme a régressé. Quelle est la situation actuelle? Il y a tout de même plus de 2 milliards de personnes sur les 7 milliards de personnes sur la planète qui vivent dans des zones où il y a du paludisme de manière endémique. À peu près 300 millions de personnes sont infectées chaque année. Et il y a plus de 700 000 décès. Il faut dire qu'il y a une régression. L'effort de l'OMS, les efforts des organisations non gouvernementales ont été extrêmement importants sur les 10 à 15 dernières années. Donc on a une régression, ce sont des chiffres de l'OMS. Voilà. Alors vous avez en rouge les zones les plus dangereuses, si je peux me permettre. En rouge foncé, vous avez les zones où en fait sévit le paludisme résistant, ce qu'on appelle la chloroquine, médicament classique. Donc on a un véritable problème dans ces zones-là et on va discuter, et en particulier Françoise Benoît-Vical, qui fait la deuxième partie de séminaire, directrice de recherche à l'INSERM, va vous parler des résistances, y compris maintenant des résistances à l'artémisinine. Voilà, le paludisme, je rappelle que en français on dit paludisme. Malaria, c'est le mot utilisé par les anglo-saxons. Malaria, en fait, est un mot latin, enfin de l'Italie du XVe siècle. Voilà, les marais pontins, Ostia Antica étaient infestés par le paludisme. Voilà, alors vous connaissez les différentes formes du paludisme. Vivax, ovale, malariae et falciparum. Falciparum est souligné parce que c'est celui qui est responsable en fait de ce qu'on appelle en médecine tropicale le neuropalud, c'est-à-dire une infection qui se déclenche une dizaine de jours après les piqûres de moustiques et qui se traduit par une encéphalite aiguë parce que le développement de l'hémozoïne à l'intérieur des capillaires, des vaisseaux capillaires qui irriguent le cerveau sont bloqués et donc on a une encéphalite aiguë qui est mortelle très souvent si on ne soigne pas immédiatement. Voilà. Anophèles, les anophèles. Voilà une anophèle au travail. En général, c'est une anophèle femelle qui pique entre 6h et 22h, 23h pour faire ce qu'on appelle son repas sanguin, c'est-à-dire qu'avant la ponte des œufs, elle cherche à se gaver de protéines, sources de protéines. Elle utilise le sang des personnes qui vont être infectées si l'anophèle est infecté. Voilà. On va avoir un cycle du paludisme, un cycle classique. Une anophèle infectée pique quelqu'un. On a une multiplication du parasite d'abord au niveau du foie. C'est une période sans symptômes, généralement 7-8 jours. Et puis ensuite, les parasites migrent du foie pour aller dans la circulation sanguine. Et à l'intérieur des globules rouges, on a une multiplication importante. C'est les périodes de fièvre. Et on a ensuite un moustique non infecté qui peut venir piquer quelqu'un qui a déjà été infecté. Et on a comme ça le cycle du paludisme qui existe depuis des dizaines de milliers d'années. On sait que le paludisme existait, déjà il était décrit dans la plus haute antiquité.
Et voilà, donc vous avez deux modes d'action, soit vous limitez les moustiques, soit vous essayez de trouver des médicaments pour guérir soit au niveau du stade du foie, soit au niveau du stade des globules rouges, des hématies. Voilà les différentes possibilités pour réduire le nombre de cas de paludisme. Voilà, le paludisme est de retour. Il y a une époque où on a été dans une situation très favorable, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques places assises pour les personnes qui ne souhaitent pas passer les 2 heures debout, devant ou sur les marches ici. Le parasite est devenu résistant à un certain nombre de médicaments classiques, que ce soit le proglanil ou la chloroquine. D'autre part, il y a un certain nombre d'anophèles qui sont maintenant résistants aux insecticides peu coûteux. Alors, on va dire du mal, mais on peut en dire du bien aussi de temps en temps. Un insecticide comme le DDT a été un agent de démoustication massivement utilisé après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu entre les mains la chloroquine. Donc avec la chloroquine pour traiter les patients plus un insecticide puissant, dans les années 1950-1960, on a eu une réduction des cas de paludisme. Pratiquement, l'île de Ceylan est devenue une zone dans les années 1960 où il n'y avait plus de paludisme, alors qu'actuellement, on a retrouvé un taux d'infection qui est pratiquement comparable à ce qui existait avant le DTT et avant la chloroquine. Alors, pour les multiples raisons donc, liées au retour du paludisme, il faut citer aussi le fait que la population a changé. On est passé d'1 milliard en début du XXe siècle à 7 milliards d'œufs actuellement. Donc ça veut dire qu'on loge les gens dans des zones où il y a plus de palud. On a retiré... Ostia Antica a été vidé de sa population au moment où il y avait trop de paludisme. On se retirait des marais pontins autour de Rome. Et voilà. Et donc il y a aussi un autre problème que je signale en rouge, c'est que la réduction d'accès aux soins est très importante, en particulier en Afrique. Pas seulement parce qu'on manque d'argent, ce n'est pas le phénomène le plus important. Il faut rappeler qu'actuellement, il y a plus de 50% des différents pays, zones, territoires en Afrique où on ne peut pas envoyer des organisations non gouvernementales, où les structures médicales sont totalement tombées en déshérence en raison des guerres civiles. Une très grande partie de l'Afrique souffre de guerre civile. Il suffit de lire les journaux et ouvrir des cartes actualisées de l'Afrique pour se rendre compte de la situation. Alors, un point important, c'est la prolifération de plasmodium dans les globules rouges, dans les érythrocytes. Voilà une image d'érythrocytes infectés avec... on retrouve ici un peu en violet la partie hémozoïne, on va en discuter. Ça, c'est ce qu'on peut voir sous un microscope optique. Et c'est la grande époque des microscopes optiques, c'est la fin du 19e, début 20e. Et Alphonse Lavran, qui était médecin militaire en Algérie, prix Nobel en 1907, lui avait compris que ça, c'était la signature du parasite à l'intérieur des globules rouges, d'où la petite goutte de sang que l'on prélève, on met sur une lamelle de microscope et on regarde si les personnes sont infectées ou pas. Extrêmement facile pour tous les personnels soignants pendant de très nombreuses années pour savoir si quelqu'un avait été infecté ou pas par le paludisme. Alors, comment fonctionne le parasite dans les globules rouges? Eh bien, il a une chose à faire, c'est récupérer beaucoup d'aminoacides et plutôt que de les fabriquer de novo, il va utiliser, comme un véritable parasite qu'il est, l'hémoglobine comme source d'aminoacides. C'est-à-dire qu'il découpe l'hémoglobine avec des protéases spécifiques de façon à récupérer les aminoacides de l'hémoglobine. Et quand vous avez fait ça, l'hémoglobine, il y a quelque chose qui s'appelle l'hème, qui est l'hème qui contient le fer 3, une protoporphyrine de fer, le même motif que vous retrouverez dans les cytochromes, dans les peroxydases, et qui est la coloration du sang rouge, c'est la couleur de l'hème, fer 2, et ça, l'hème fer 2 libre à l'extérieur d'un contrôle dû à la protéine, eh bien, c'est une source d'ennui pour tout système vivant. Nous contrôlons dans tous les systèmes biologiques les fers
le fer, le cuivre, tous les éléments à activité redox. Pourquoi? Parce que la réduction fer 3 en fer 2 est facile avec les réducteurs endogènes que nous avons, et la réoxydation fer 2, fer 3 se fait facilement en présence d'oxygène. Si vous mettez un complexe du fer 2 comme celui-ci juste à l'air libre, quelques minutes après, il s'est oxydé en fer 3. Quand il s'est oxydé en fer 3, il produit de l'anion superoxyde, transfert d'un électron sur l'oxygène moléculaire, et vous avez une cascade de réduction de l'oxygène moléculaire qui va vous amener jusqu'à ce qu'on appelle les radicaux libres d'oxygène, et en particulier les radicaux hydroxyles, qui sont des espèces pour lesquelles il n'y a pas de système de contrôle biologique, de détoxification, et ces radicaux hydroxyles tuent un certain nombre de cellules, et c'est un problème pour ça. Alors, le parasite s'est débrouillé pour trouver une solution, pour éviter d'avoir à gérer le déchet ici, déchet réactif vis-à-vis de l'oxygène moléculaire. Eh bien, il va en faire un polymère inactif vis-à-vis des réducteurs endogènes, de façon à ce que le problème des radicaux libres catalysés par le couple fer2-fer3 n'existe plus. Donc, c'est la fameuse hémozoïne colorée en violet sur les globules rouges que vous avez fait voir auparavant. Et alors, c'est un complexe polymérique supramoléculaire. Vous avez deux entités de protoporphyrine de fer qui s'accrochent ensemble par l'intermédiaire de propionates, servant de ligand axial à l'un et à l'autre. Et puis ensuite, il reste des résidus propioniques de chaque côté qui vont servir d'accrochage pour chacun de ces dimères. Et en accrochant les dimères en 3 dimensions, vous avez une réticulation de l'hème qui va devenir l'hémozoïne inactive. Voilà comment se débrouille le parasite. Pendant ce temps-là, il a récupéré les acides aminés et ça lui permettra, lui, de donner des acides aminés en grande quantité pour ses œufs. Voilà comment se transmet le paludisme. Alors, qu'est-ce que l'on a comme médicament? Le premier médicament, c'est un médicament repéré par les jésuites au XVIIe siècle en Amérique du Sud. Les Indiens mâchaient de l'écorce de quinquina. Voilà. L'écorce de quinquina contient de la quinine. Ça, c'est le travail de 2 pharmaciens parisiens, Pelletier et Caventou, en 1820, qui ont isolé pour la première fois à cette époque la quinine comme produit pur de l'écorce de quinquina. Voilà, vous avez toute une littérature au XIXe siècle et au début du XXe siècle pour vanter toutes les boissons un peu alcoolisées à base de quinquina. Voilà. Et ça a été très à la mode. On soignait le paludisme en prenant l'apéritif le soir. Voilà. Alors, quand on regarde tout de même cette structure, il a fallu attendre pas mal de temps pour qu'on comprenne exactement toute la stéréochimie et qu'on en fasse la synthèse. Voilà, il y a une belle synthèse totale qui a été publiée en 1945. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un noyau ici, qui est un noyau qu'on va retrouver, quinoléine, qu'on va retrouver dans toutes d'autres molécules qui sont en fait des analogues. C'est déjà la chimie bio-inspirée, des analogues de la quinine. Un analogue, c'est la chloroquine, la méfloquine de l'ariam, voilà, 2 molécules classiques pour traiter le paludisme. Et vous voyez que ces motifs-là sont dans la quinine déjà. Alors pourquoi? Parce qu'on va discuter. Ce sont des motifs qui sont capables de s'empiler avec la porphyrine de fer et empêcher la polymérisation de la porphyrine de fer en hémozoïne. Ce sont en fait des inhibiteurs de la formation d'hémozoïne, ce qui veut dire qu'inhibant la formation d'hémozoïne, ces molécules-là vont être capables de laisser de l'hème libre qui va avoir une activité toxique et qui va détruire le parasite et le globule rouge qui contenait le parasite. Et les globules rouges, une fois qu'ils sont détruits, ils sont recyclés et il nous faut quelques jours pour en refaire. Voilà. L'artémisinine est une molécule extrêmement active sur les souches de Plasmodium falciparum chloroquinorésistant et c'est une molécule fascinante qui est issue de la pharmacopée chinoise traditionnelle. Voilà des feuilles d'Artemisia annua qui contiennent cette molécule. Depuis le IIIe siècle, en Chine, on faisait des infusions d'Artemisia annua pour traiter un peu tout. Mais à partir du XVIe siècle, on avait compris qu'on pouvait faire baisser la fièvre
chez des personnes qui avaient des fièvres qui ressemblaient aux fièvres. Le paludisme n'était pas encore très identifié, mais on associait tout de même quelques problèmes liés au paludisme avec ces fièvres, et on traitait de manière systématique les gens qui avaient ces fièvres paludéennes avec des décoctions d'artémisia, avec un protocole décrit de manière précise, la quantité de feuilles, la quantité d'eau, de façon à avoir quelque chose qui soit à peu près reproductible. La formule que vous avez devant vous a été identifiée dans un laboratoire de d'une des universités de Shanghai pendant la Révolution culturelle. Pendant la Révolution culturelle, les universités en Chine ont été vidées des professeurs et des étudiants, mais le grand timonier avait décidé qu'il y avait tout de même des choses importantes, et en particulier, il voulait savoir si on pouvait extraire d'artémisia noire un principe actif pour l'avoir en quantité importante, de façon à ce que l'armée chinoise puisse être débarrassée du problème du paludisme et le transférer également à l'armée vietnamienne qui était en lutte à cette époque-là. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'est intéressé à l'extraction d'artémisine à partir des feuilles d'artémisia à noix. Les chercheurs, les chimistes chinois qui ont travaillé sans RMN, sans spectrométrie de masse, sans tous les instruments modernes que l'on connaît et avec lesquels maintenant c'est indispensable, plus un chimiste n'est capable de déterminer en France la structure d'une telle molécule sans tous les instruments que je viens de citer. Donc avec des techniques qui existaient au début du XXe siècle, dans les années 1900-1920, eh bien, ils ont trouvé cette structure-là avec ce motif extraordinaire qui est un cycle à 6 avec 3 atomes d'oxygène, c'est un trioxane, et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait étonnant et passionnant. Alors, cette molécule a un gros avantage, c'est qu'elle est extrêmement active sur les souches résistantes au paludisme, et ça a été une production qui est un peu erratique, et Sanofi, avec l'aide d'une société américaine, de la fondation Bill Gates, vient de mettre en place une production de cette molécule de manière industrielle. Alors, c'est un magnifique succès de ce qu'on appelle la biologie synthétique actuellement, c'est-à-dire que vous prenez une levure, Saccharomyces, vous la modifiez en introduisant 6 enzymes, des cytochromes, des réductases, des alcools déshydrogénases, et à partir d'un intermédiaire de biosynthèse que vous avez déjà préfabriqué, que fabrique la levure qui a déjà été un peu modifiée, vous arrivez à l'acide artémisinique en 1, 2, 3 étapes. Avec un rendement très intéressant, étant donné que vous arrivez à avoir un rendement d'extraction de 25 grammes d'acide artémisinique par litre. C'est pas mal, ça veut dire 25 kg par mètre cube, donc on peut faire une production intense. Ça a été fait par une société américaine qui s'appelle Amyris. Ça a été publié voilà la référence dans Nature. C'est un travail qui a été soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates. Une fois que vous avez l'artémisinine, l'acide artémisinique, eh bien, en 4 étapes supplémentaires, vous arrivez à l'artémisinine. Voilà, donc je ne vais pas vous détailler toutes les étapes. Mais maintenant, Sanofi a installé une usine au Maroc qui est, sauf erreur de ma part, pratiquement opérationnelle. Je regarde un interlocuteur dans la salle. Elle est ou elle va être? Elle l'est. Donc, elle était opérationnelle, prévision. Donc, elle est opérationnelle actuellement. Production, 1/3 des besoins mondiaux. Donc, ça permettra d'assurer en continuité l'artémisinine dans le monde entier, parce que c'est une molécule, comme on va le voir, qui est parmi les plus actives pour éliminer Plasmodium falciparum chloroquino-résistant. Alors, quel est le mécanisme d'action de cette molécule? Il n'y a pas le motif quinoléine dont je vous ai parlé pour la chloroquine, pour la quinine, pour le lariam, qui est capable d'inhiber la synthèse, la polymérisation de l'hémoglobine. On est dans une molécule qui a une structure complètement différente. Alors, elle a 3 atomes d'oxygène, et si vous enlevez un des atomes d'oxygène du peroxyde, par exemple, vous avez un de ces deux-là, vous avez la désoxyartémisinine, et si vous regardez l'activité de cette molécule, elle n'a plus du tout d'activité antipaludique. Donc l'activité antipaludique est liée à la présence de ce peroxyde.
Donc on est avec un mécanisme totalement différent des autres antipaludiques classiques. La question, c'est de savoir est-ce que l'hème, lors de la digestion de l'hémoglobine, est impliqué dans le mécanisme d'action, et est-ce que l'hème libéré par la digestion de l'hémoglobine par le parasite est impliqué comme activateur et impliqué comme cible. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de questions pour lesquelles on n'avait pas la réponse dans les années 1980-1990. Alors, une hypothèse qui était agréable à faire, c'est de se dire, ça c'est un peroxyde, et si dans l'érythrocyte infecté, il y a de l'hème libre à l'état fer2, le fer2, en voyant un peroxyde, n'a qu'une idée, c'est de transférer un électron dans la liaison antiliante, l'orbitale antiliante de ce peroxyde, de façon à faire ce qu'on appelle une coupure homolytique. Ça s'appelle la réaction de Fenton, c'est une réaction classique entre le fer2 et les peroxydes, pour avoir une ouverture de ce peroxyde, soit de ce côté-là, avec un radical sur cet oxygène, ou un radical sur cet autre oxygène. Si on ouvre de ce côté-là, et que l'on coupe ensuite, disons carbone-carbone, on va avoir ici un carbone radicalaire en C4 qui risque d'être alkylant. Est-il alkylant? Peut-on le mettre en évidence? La réponse est oui. Il a été possible de le mettre en évidence, à la fois sur in vitro et, comme on va le voir, in vivo. Alors, in vitro, je dirais, sur la paillasse d'un chimiste, eh bien, effectivement, on identifie des produits d'addition de ce radical sur les positions méso, alpha, bêta, delta, très peu en gamma, pour des raisons stériques, entre les deux propionates. Et voilà la structure des adduits M-artémisinine. Donc pour la première fois, on avait synthétisé in vitro, sur le point d'une paillasse, ces adduits. Alors ça, c'est extrêmement utile et important, parce qu'après, quand vous voulez faire de l'identification sur du matériel biologique, les choses sont un peu plus compliquées. Donc si vous avez déjà la signature de ces adduits, vous êtes capable de les identifier facilement sur une paillasse, ça sera plus simple sur du matériel biologique. Alors ça a été effectivement le cas, et ça a été un travail fait avec Françoise Benoît-Vical, qui est là. Et voilà. Alors voilà les adduits qui ont été identifiés au niveau, par exemple, de la rate. Pourquoi la rate? Parce qu'en fait, la rate est l'organisme qui permet la détoxification de tous les morceaux et les résidus d'hémoglobine modifiés, les M modifiés. Donc c'est voilà le travail de la rate. Et donc dans la rate de souris infectée, on retrouve ces adduits. Et on avait en spectrométrie de masse la signature des adduits in vitro. Donc ça a été plus facile de retrouver. Alors on les retrouve dans les souris infectées, mais si vous traitez une souris non infectée par de l'artémisinine, est-ce qu'il y a aussi formation d'adduits ou pas? La réponse est non. Il faut donc que la souris soit infectée, donc qu'elle porte ces érythrocytes infectés avec le début de dégradation de l'hémoglobine à l'intérieur de ces érythrocytes pour qu'il y ait formation de ces adduits. Donc c'était quelque part la signature de l'activation par l'hème libéré de ces adduits. Voilà. Alors on a fait un certain nombre d'études dans le laboratoire pour bien comprendre le mécanisme d'action de l'artémisinine. Alors ces adduits ont des propriétés tout à fait particulières. Ils sont incapables de se polymériser en dimères, parce que ce sont des morceaux de protoporphyrine modifiés, juste avec un substituant encombrant sur les positions méso, mais on aurait pu imaginer qu'ils puissent former des adduits, enfin des dimères. La réponse est non. Donc il y a accumulation de ces adduits M-artémisinine qui ne peuvent pas se détoxifier. Donc ils contiennent du fer qui va être réduit, fer2, fer3, fer3, fer2, et donc on va pouvoir faire des radicaux hydroxyles par catalyse avec le fer2. Et en plus, ce sont des inhibiteurs de la polymérisation de ces dimères en hémozoïne. Donc il y a une double activité de ces produits d'addition M-artémisinine. Ce qui veut dire que si vous avez une petite quantité de ces produits d'alkylation de l'hème formés à l'intérieur de l'érythrocyte infecté, eh bien de manière quasi catalytique, il va pouvoir créer des dégâts et entraîner
la disparition de l'érythrocyte infecté et du parasite par le même coup. Donc voilà un petit schéma. Vous avez effectivement cette artémisinine qui vient ici en position méso et qui bloque la polymérisation parce que vous ne pouvez pas approcher à une distance compatible avec la formation des liaisons hydrogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand vous avez ce produit qui est libre, non polymérisé, il va être la source de catalyse pour faire des radicaux oxygénés et donc détruire. Voilà. Alors, l'artémisinine, est-ce qu'il y a ou pas des résistances? Juste pour une diapositive, pour vous dire que l'artémisinine, avec les dérivés de l'artémisinine que sont l'artésunate, l'artéméter, sont des produits d'hémisynthèse faits à partir de l'artémisinine, sont extrêmement actifs sur les souches de plasmodium résistantes aux antipaludiques et sont à la base des traitements dans les zones où il y a du paludisme résistant. Voilà, alors les zones de résistance inquiétantes pour tout le monde, c'est le Cambodge et la Thaïlande, et ça, c'est l'objet du séminaire de François Bonavical juste après moi. Pour des chimistes de chimie médicinale, il est intéressant de comprendre le mécanisme d'action de médicaments. Ça, c'est très satisfaisant d'un point de vue intellectuel. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, est-ce qu'à partir de ce que l'on a appris de l'artémisinine, de sa structure, de son mécanisme d'action, est-ce qu'il est possible de faire de nouvelles molécules actives qui auraient les mêmes capacités que l'artémisinine à nous débarrasser des souches de plasmodium résistantes à la chloroquine. Et donc, on a imaginé faire des molécules hybrides à activité duale. Voilà. Alors, molécules hybrides, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le chimiste, on peut toujours s'arranger pour avoir deux pharmacophores accrochés de manière covalente. Et ces pharmacophores peuvent interagir soit par un côté de la molécule hybride sur une cible, avec l'autre côté en rouge sur une seconde cible, où vous pouvez avoir des... Alors ça, c'est... Chacune des motifs peut interagir sur la même cible, mais vous pouvez avoir des molécules hybrides, ça c'est une diapositive générale sur le concept de molécules hybrides, avec deux pharmacophores plus spécifiques, un interagissant sur une cible 1, l'autre partie interagissant sur une cible différente de la première cible, où vous pouvez avoir sur le même macromolécule biologique les deux cibles 1 et 2 qui soient deux sites particuliers de l'ADN, par exemple, petit sillon, pair AT ou pair GC, et avoir des molécules qui viennent interagir sur deux sites. Donc, la richesse des interactions possibles, rien qu'en ayant comme ça deux pharmacophores liés de manière covalente, est quelque chose qui sert de source d'inspiration à un certain nombre de personnes actuellement pour fabriquer des molécules. On est resté très souvent avec l'idée d'une cible, une molécule, un pharmacophore. Là, on est maintenant en train d'évoluer en disant on met deux pharmacophores ensemble, on va voir si on peut toucher plusieurs cibles en même temps. Donc ça ouvre le champ des possibles dans le domaine de la pharmacologie. Il faut bien voir que l'exploration de l'espace chimique, comme je l'ai dit dans la leçon inaugurale, en est à ses tout débuts. Contrairement à ce qu'on imagine, nous n'avons pas commencé, ou très peu à commencer, l'espace chimique, avec 11 atomes carbone, oxygène, fluor, azote, sachant ce que l'on peut faire en synthèse organique, on a fait à peu près 70 000 molécules sur les 23 millions de molécules que l'on pourrait faire. Donc on a exploré pour l'instant 0,2 à 0,3% de l'espace chimique possible. Donc pour les futures générations de chimistes, on est juste au début. On n'a pas encore découvert l'Amérique, on est juste au début des Açores. Là. Voilà. Bien, alors, création des trioxaquines, trioxane comme le trioxane de l'artémisinine, quine comme chloroquine. Donc il s'agit d'accrocher de manière covalente un trioxane comme l'artémisinine, une quinoline comme dans la chloroquine, et essayer de faire des molécules qui vont avoir deux pharmacophores actifs liés par un même lien covalent. C'est intéressant parce que l'artémisinine est une molécule qui a une pharmacocinétique extrêmement rapide. La chloroquine, beaucoup moins rapide. Mais si vous voulez avoir un bon effet de synergie, c'est intéressant d'avoir des deux pharmacophores qui aient à peu près la même pharmacocinétique, de façon à ce qu'on puisse avoir
un pic extrêmement important à un moment donné des deux activités. Donc voilà la stratégie. Ces molécules qui ont été brevetées par le CNRS et développées à l'intérieur d'une petite société qui s'appelait Palumed à l'époque. Et on a beaucoup travaillé en collaboration avec le groupe Sanofi à partir des années 2001, 2002, et ça a donné la sélection d'une molécule qui s'appelait PA1103, qui avait été sélectionnée par le groupe Sanofi comme candidat médicament. Alors c'est une molécule intéressante parce qu'elle est d'un poids moléculaire en dessous de 500, donc on respectait les règles dites de Lipinski. Actuellement, on a un certain nombre de règles du jeu pour savoir si les molécules ont une chance de passer les barrières et être actives par voie orale, par exemple. Il est hors de question d'imaginer synthétiser un antipaludique qui ne soit pas actif par voie orale. La chloroquine s'active par voie orale, la artémisinine aussi, tous les antipaludiques, on n'injecte pas un antipaludique. L'antipaludique, c'est 3 comprimés pour nettoyer le paludisme en 2 jours ou 3 jours. Voilà les règles du jeu. Et en plus, chaque comprimé doit être pas cher du tout. S'il est au-delà de 30 centimes de dollars ou d'euros, eh bien, vous n'êtes pas dans les règles du jeu en ce qui concerne le coût des antipaludiques. On est dans des zones où il y a de paludisme, où le coût, les revenus des personnes sont souvent de l'ordre de 1 dollar par jour. Il est hors de question d'arriver avec des molécules très chères. La chloroquine a été un merveilleux médicament parce que c'est moins d'1 dollar pour le traitement. Donc voilà, donc on arrive avec des contraintes. Donc on était, pour le prix, on n'était peut-être pas trop loin, mais surtout, c'était actif par voie orale. C'est une molécule qui était stable pendant plusieurs mois à 50 degrés, ça c'est important, surtout avec des peroxydes. On pouvait se poser la question de savoir si les molécules n'allaient pas se décomposer. Elles doivent être stockées dans des hangars, au soleil, pendant des mois. Souvent, on peut les stocker normalement à l'abri de la chaleur, mais l'Afrique est tout de même un continent qui est un peu plus difficile que d'autres pour ce côté-là. Alors, stable, pH acide, parce que ça passe par l'estomac, ne doit pas être mutagène, pas trop de problèmes de cardiotoxicité, un profil métabolique sérieux, une pharmacocinétique intéressante, une biodisponibilité intéressante, et des activités sur Plasmodium chloroquino-résistant à 9 nanomolaires, ce qui est pas mal, donc sur un certain nombre de souches de terrain, pas simplement les souches qui circulent dans les laboratoires, et actif sur donc, des isolats cliniques, sur des... vous prélevez du sang chez des personnes infectées en Afrique et en Guyane, et vous vérifiez que la molécule est capable d'éliminer le parasite sur ces échantillons sanguins. Curatif chez la souris en 4 doses par voie orale, voilà. Et on avait donc, comparaison, on est à 64 mg kg, sur l'artésunate, on était à 54 mg kg. Voilà, en 2008, la situation était très agréable. À quoi ressemblent ces molécules? Vous retrouvez ici une quinoléine comme dans la chloroquine, et puis un motif trioxane, voilà, extrêmement simple, extrêmement dégagé. Voilà la structure au rayons X d'un des 2 diastéréoisomères. Dans la synthèse, on a un mélange 50-50 des 2 diastéréoisomères. L'Agence européenne était d'accord pour que l'on développe ce mélange des 2 diastéréoisomères qui avaient la même activité. On avait l'accord qui a été obtenu en juin 2010. Voilà, alors début et fin de cette histoire. Le début, c'est très enthousiasmant parce qu'on a fait pas mal de ces molécules. On a bien travaillé avec Sanofi. On a sélectionné sur ces 120 molécules 77 qui ont été testées in vivo chez la souris. Et puis après, on a regardé le mécanisme d'action, qui était à la fois chloroquine-like et artémisinine-like. On a fait des publications, on a sélectionné une molécule. Sanofi a fait 5 kg GMP de cette molécule, donc on était bien parti. Voilà, bon, mais pour des raisons internes au groupe Sanofi sur lesquelles je ne discuterai pas les décisions, le projet a été arrêté. Voilà. Donc nous sommes retrouvés avec une molécule qui n'a pas été développée, et naturellement Palumed n'avait pas les moyens de développer cette molécule. Il est extrêmement difficile de demander à des capitaux risqueurs de créer une société et puis ensuite d'assurer tout le développement
industrielle pour une molécule dont on va dire aux investisseurs qu'elle sera vendue à peine $1 pour les 3 doses. Donc ça, c'était strictement impossible. Et avec l'OMS, les discussions n'ont pas abouti pour qu'il y ait une prise de relais par une autre fondation ou une autre institution. Je vous ai parlé du paludisme, maintenant je vais vous parler d'une maladie un peu plus orpheline que le paludisme. Parce que le paludisme, régulièrement on en entend parler. Et si je peux me permettre une petite plaisanterie, on en entend parler parce que c'est une maladie à risque pour les journalistes. Donc on en entend parler. Il y a des maladies tropicales dont on n'entend pratiquement pas parler. C'est des maladies qui ne se transmettent pas par les moustiques. Le moustique pique tout le monde. Journalistes, scientifiques, personnes locales, il n'y a pas de sélection. Alors il y a des maladies que, si vous allez dans des zones endémiques, vous pouvez les éviter. C'est dans le cas de la bilharziose. Alors, schistosomiase, bilharziose en français, c'est du nom du monsieur qui a compris ce qu'était l'origine de la bilharziose. Voilà, un schistosome mâle ici et un schistosome femelle. Voilà la réalité, c'est un petit schéma. Le femelle et le mâle sont l'un dans l'autre. Alors, pour traiter cette maladie, qui est relativement peu connue, je vais vous donner première information, c'est qu'on a une molécule actuellement. Une seule molécule. Cette molécule est utilisée depuis 40 ans et on n'a pas encore trouvé une deuxième molécule. Donc le jour où le praziquantel, qui est le nom de cette molécule, se trouve face à des résistances, on n'a rien. Pour une maladie qui touche tout de même beaucoup de personnes. Alors contrairement au paludisme, on en parle peu, c'est pourtant tout de même 200 millions de personnes qui sont infectées et 200 000 morts par an. Paludisme, c'est 700 000. Mais le bilharziose, vous pourrez regarder dans les journaux, on en parle très peu. Pourquoi ? C'est une maladie des rivières, des lacs. Donc c'est une maladie des gens qui travaillent dans des rizières, par exemple. C'est une maladie des pêcheurs qui ont besoin de quitter leur barque, rejoindre le rivage en mettant pied à terre et en écrasant des petits escargots qui sont producteurs de vers et ces vers peuvent percer la plante des pieds des personnes qui marchent dans l'eau et écrasent des escargots. Ils s'infiltrent dans le corps humain par l'intermédiaire de la plante des pieds et ensuite ils vont infester différentes parties du corps et ça va donner différents symptômes selon en plus les souches et les organes qui vont être infectés. Donc voilà les zones où on a la bilharziose. L'Afrique, une fois de plus, est fortement touchée par la bilharziose. Et donc on se retrouve avec une maladie qui est... On parle des maladies négligées. Je dis que c'est une maladie qui est médiatiquement négligée. Donc elle est encore plus négligée que les autres. Donc voilà. Alors il y a peu d'efforts parce que bon, ça intéresse peu de monde actuellement. Comment ce parasite fonctionne ? Ce parasite a une capacité formidable à se comporter un peu comme Plasmodium. C'est-à-dire que quand il infecte une personne, tous ces parasites, plutôt que de passer leur temps à avoir une croissance lente pour fabriquer leurs aminoacides un par un, eh bien, les schistosomes, comme Plasmodium, se débrouillent pour récupérer les aminoacides dans l'hémoglobine. Et donc, vous avez dans le ver une production d'hémozoïdes. Donc, vous avez le même mécanisme de détoxification de l'hème libre en hémozoïdes, exactement le même mécanisme. Le parasite se débrouille de la même façon que Plasmodium. Pourtant, deux parasites très différents. Alors, cette analogie nous a attirés, et parce qu'on se dit que s'il y a formation d'hémozoïdes et que l'on a un inhibiteur découvert dans le cas du paludisme et qui puisse être utilisé pour inhiber la formation de l'hémozoïde et peut-être détruire les vers, voilà. Alors,
on peut se poser une question, est-ce que ça va être la même molécule? La réponse est non, on avait deux séries de molécules, une beaucoup plus active sur la bilharziose et une autre beaucoup plus active sur le paludisme, ce qui aurait évité. Alors quand on fait des essais de molécules anti-schistosomales, eh bien on regarde les stades larvaires, les schistosomules, et les stades adultes. Là, on a une échelle en temps, les chiffres, ce sont des semaines. Alors, quand vous avez une infection d'un organisme vivant, vous avez au bout de 3 semaines la possibilité de récupérer les schistosomules, les récolter et regarder l'activité de votre molécule sur les, non pas le parasite in vitro, mais sur les petits vers in vitro. Et quand les vers sont adultes, à la 7e semaine, vous pouvez les récolter et voir si les molécules sont actives sur les vers au stade larvaire ou au stade adulte. Voilà à quoi ressemble, c'est une photo fournie par Jérôme Boissier, qui est un des grands spécialistes français sur cette maladie. On a eu l'occasion d'en reparler dans une diapositive à la fin de mon exposé. Il est à l'université de Perpignan et c'est un des laboratoires en France qui est spécialiste sur cette maladie tropicale. Voilà. Alors on avait sélectionné une molécule qui est cette molécule, différente un peu des autres, et qui est la 1259, très active sur les stades larvaires et adultes, à des concentrations de l'ordre de 5 à 50 microgrammes par ml. Donc on était assez content de cette évolution-là, et on a comparé, c'est un peu dur à digérer, ce diapo, on va essayer de faire très simple. Voilà la molécule ici en rouge, c'est le praziquantel. Vous voyez que cette molécule, en espace d'une heure, est capable d'éliminer pratiquement 100% des larves. Au stade adulte, la même molécule praziquantel met 1h30 pour éliminer 100% des larves. Alors vous avez des molécules ici, quand vous avez une horizontale, ça veut dire que la molécule est totalement inactive. Et puis des molécules qui présentent un peu d'activité, comme la méfloquine en bleu, mais l'avantage, c'est des molécules en vert, comme cette PA 1259. Alors, au lieu de mettre 1 heure, elle met 5 heures. Mais vous voyez que ça, c'est sur les stades larvaires. Mais sur les stades adultes, au lieu de mettre 1h30, elle met 3 heures. Donc, ça veut tout de même dire que c'est des molécules qui sont très actives et qui sont, comme le praziquantel, capables d'éliminer la totalité des vers. Mécanisme d'action, c'est un mécanisme d'action comme pour le paludisme. Ce sont des molécules qui alkylent l'hème libre et on retrouve dans les vers effectivement des traces de produits d'alkylation de l'hémoglobine avec des structures qui ont été identifiées, caractérisées par spectrométrie de masse. Donc là, on est exactement dans le même cas de mécanisme d'action que pour le paludisme. Alors on a traité des souris infectées par ces vers par voie orale, ce sont des molécules qui sont actives par voie orale, donc je ne vais pas détailler le protocole expérimental, mais on traite les molécules par gavage sur des souris qui sont infectées à J0, et le traitement débute au J21 et J49, selon qu'on veut voir l'activité sur les souches larvaires ou sur les formes adultes. Pardon. Voilà. Et le plus intéressant dans les études que l'on a fait, c'est le fait qu'il y a une synergie entre ces deux molécules. On a le praziquantel, qui est un inhibiteur de canaux 4-ci, probablement, qui a un mécanisme d'action totalement différent de ces trioxaquines. Et ces deux molécules ont mis ensemble, à des concentrations, à des rapports 50-50, eh bien vous avez une synergie remarquable. Ce qui n'était pas le cas pour d'autres molécules candidates qui ont été essayées par d'autres groupes. Donc on se retrouve ici avec une possibilité, parce que dans ces maladies tropicales, trop souvent, et la raison pour laquelle on observe des résistances, c'est qu'on a fait de la monothérapie. Et comme dans le cas des antibiotiques dont on a parlé la semaine dernière, je crois que l'avenir, c'est pour éviter la formation des souches résistantes, c'est de faire des bithérapies ou trithérapies, mais pas d'avoir une seule molécule. Si on a une seule molécule, on a une forte probabilité pour qu'à un moment donné ou à un autre, le parasite puisse trouver un moyen de résister à cette molécule. C'est connu en cancérologie, on aura un cours sur la cancérologie. En cancérologie, on ne fait plus
de monothérapie, comme on l'a fait dans les années 1950. On fait des polychimiothérapies, association de 2 ou 3 molécules, chacune ayant un mécanisme d'action différent, pour être sûr d'éliminer les cellules cancéreuses pour éviter qu'elles produisent des cellules résistantes et qu'elles acquièrent une résistance. Voilà. Elles ne transmettent pas, mais elles acquièrent une résistance. Donc voilà, donc on était très content de cette situation. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'argent pour développer cette molécule. Il faut dire que c'est une molécule maladie trop négligée qui intéresse peu de monde, et donc voilà. Alors, je vais être un peu sévère, mais c'est une maladie qui n'intéresse pas tellement les touristes. Les touristes qui vont dans les zones infectées à la bilharziose, ils se baignent dans les piscines, pas dans les zones où il y a des petits escargots qui produisent ces vers. Voilà. Donc, pour être infecté, il faut aller dans les zones où il y a des eaux infectées. Alors, mais tout peut revenir. Alors, ça vous paraît bizarre, mais le Nil était connu pour être une zone de bilharziose, connue de tout le monde, connue. Et non, il y a encore des agences de voyage maintenant qui vous disent qu'il faut se promener sur les bords du Nil comme à l'ancienne. Vous sautez de la felouque pour rejoindre la rive et vous marchez sur des escargots et vous attrapez la bilharziose. Donc là, on adore les vérifications expérimentales. Donc on prend quelques touristes et on retourne et ça marche. Ils arrivent à Londres et à Londres, à l'Institut de médecine tropicale, on est surpris, on s'est dit tiens, des cas de bilharziose, comme à la vieille époque. Voilà. Pas une maladie très agréable, hein, c'est pas très agréable. Voilà, donc les gens qui vont faire du canoë sur le Nil en Ouganda, plus les cas sur le Nil en Égypte. Donc voilà. Alors nous, on est à l'abri en France. Non. Non. Ah, ça c'est une affiche. Ce n'est pas une affiche d'il y a des dizaines d'années, c'est une affiche tout à fait récente. C'est une affiche du ministère de la Santé. J'arrive plus à lire, je crois qu'elle a juste 2 ans, ou 2 ans pour dire en différentes langues que les baignades sont interdites ici, dans cette petite rivière, la rivière Cavu, en Corse. Ah. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu, qui était infecté, et qui transmis de la manière dont vous imaginez, de façon à ce qu'ici, il y ait des escargots qui puissent récupérer les petits vers, et on a retrouvé de la bilharziose en Corse. Donc, à nouveau, nous avons de la bilharziose en métropole. Voilà. Alors, Jérôme Boissier a identifié les souches, on sait exactement d'où elles viennent et tout ça, et maintenant, il faut se débarrasser de ça. C'est pas si évident que ça, parce qu'il faudrait pouvoir se débarrasser des escargots, mettre des produits pour tuer les escargots. Oh là là, est-ce que ça va avoir un impact sur la biodiversité? Est-ce que on a des problèmes? Il y a des problèmes, on ne se posait pas trop de questions, et maintenant on se pose des questions. Donc voilà, on a maintenant en Corse, dans cette petite rivière Cavu, je la recite, parce que éviter de mettre les pieds dans l'eau. Voilà. Je vous donne les noms des personnes qui m'ont permis de raconter tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Vous avez toutes les personnes qui ont travaillé sur le mécanisme d'action au laboratoire de chimie de coordination CNRS à Toulouse. Chez Palumed, on a fait synthétiser des trioxaquines, on a regardé l'activité biologique, à la fois donc chez Palumed au CNRS, au CHU Rangueil, vous avez une excellente collaboration avec le service de parasitologie. Et puis voilà les noms, c'est M. Magnaval, Seguela, Antoine Berry, qui sont des chefs de service successifs du service de parasitologie du CHU Rangueil-Toulouse, et des études de terrain à Lambaréné, avec un collègue allemand, sur une souche chloroquinorésistante d'Yves Mazier à Paris, Jean-Pierre Maffran, Laurent Fraisse et Alain Pelé. Je voudrais dire particulièrement saluer Jean-Pierre Maffran, qui a été un des moteurs, pour ne pas dire le moteur de la collaboration avec Sanofi, et qui nous a permis d'avoir toute cette chimie intéressante qui a pu se développer, toutes ces sélections, processus de sélection de molécules. Voilà, ça a été une aventure extrêmement passionnante sur le plan scientifique, aventure qui se continue
En deuxième partie, vous allez avoir les souches artémisinines résistantes, mythe ou réalité. Ce n'est pas le titre, mais ça pourrait être le titre. Il nous reste exactement 10 minutes pour répondre aux questions si vous en avez. Voilà, allez-y.